Bienvenue sur JurassicPark.fr, c'est le podcast numéro 15 et on va voyager sans compter. Je suis Florian alias Laris et avec moi il y a Thomas alias TotoJP. Bonsoir. Et Julien alias Dio. Bonsoir. Donc aujourd'hui on va parler des lieux touristiques liés à Jurassic Park, que ce soit les lieux de tournage, les attractions dans les parcs Universal, les expositions. On passera en revue tous ces principaux lieux et on racontera nos expériences pour ceux qu'on a eu la chance d'aller visiter. Donc je propose de démarrer par les attractions Jurassic Park dans les studios Universal, notamment parce que on a eu l'idée de faire ce sujet de podcast suite à la fermeture de l'attraction à Hollywood. Alors pour commencer, est-ce que tous les deux vous avez déjà été dans une de ces attractions dans les parcs Universal ? Pour ma part, non, c'est pas encore quelque chose que j'ai eu la chance de faire. J'aurais aimé faire celle de Jurassic Park, mais apparemment elle disparaît. On est en train de disparaître. Donc voilà, je peux pas trop en parler pour ma part. Ouais, moi j'ai fait Los Angeles à plusieurs reprises et j'ai fait Singapour aussi. D'accord, c'est intéressant parce qu'il me semble celle de Singapour est un peu différente en termes de bateaux, c'est pas les mêmes. Ouais, c'est un bateau rond. Moi perso, je la trouve moins cool. Même si les animatroniques sont beaucoup plus beaux. Il y a un stégosaure adulte et bébé taille réelle. Les Raptors sont pas originaux dans Singapour. On voit que ça a été resculpté, ce qui est dommage parce qu'ils ont les moules originaux à Universal à Los Angeles. Moi, je l'ai pas trouvé exceptionnel. C'est toujours cool parce que c'est JP, mais voilà, c'est un peu le même principe. On avance. Au début, c'est calme, il y a quelques herbivores. Après, il y a un souci sur le chemin. On passe dans les carnivores. On tombe dans une période au niveau de la nuit. Et plutôt d'être plus ou moins en hauteur dès le début et de tomber dans une grosse pente, à Singapour, vous descendez plus ou moins parce que c'est une espèce de rapide, c'est comme des rapides en fait dans un bateau qui est rond, qui tourne sur lui-même. C'est une bouée en fait, c'est ça, c'est une bouée. Ouais, c'est une bouée, c'est beaucoup plus costaud, hein. C'est très solide. En fait, hein, c'est une structure ronde qui est très solide. Et en fait, au bout d'un moment, donc on passe vers les carnivores. À la fin, on voit un petit bébé tyrannosaure qui est justement du moule original de Stan Winston, mais je crois que la dernière fois que j'y suis allé, il n'y avait pas les dents. Et en fait, la bouée va ou à gauche ou à droite, et là, vous montez dans un ascenseur. Donc, c'est un espèce d'ascenseur qui vous monte tout en haut. Il y a un T-Rex au-dessus qui essaie de vous attraper. Et là, vous descendez une pente, comme dans le Jurassic Park original de Los Angeles. Et j'imagine, ça doit être la même chose en Floride et au Japon. Je pense que les attractions, c'est les mêmes. Ouais, mais tout ça pour dire que vous prenez un ascenseur avant de descendre, plutôt que de prendre des petites pentes, un ride un peu plus à la Pirates des Caraïbes. Los Angeles, c'est un peu plus comme Pirates des Caraïbes. En fait, c'est un petit bateau. Et puis, quand on doit monter une pente, on est entraîné, un peu comme à Disneyland. Alors que Singapour, on est soulevé par un espèce d'ascenseur en fait. Et la pente à la fin, elle est raide, aussi raide que celle en Californie là. Je suis pas certain qu'elle soit aussi raide. En tout cas, elle m'a pas laissé une impression exceptionnelle. Et je trouve que niveau ambiance, on est beaucoup moins dedans. On est beaucoup moins dedans. D'ailleurs, elle s'appelle pas Jurassic Park, elle s'appelle Lost World. D'accord. Mais il y a un sens dans cette bouée, enfin dans cette bouée entre guillemets quoi. Est-ce qu'il y a un sens où elle tourne vraiment de manière aléatoire? Ça dépend de la vitesse du truc en fait. Ça tourne en fait comme elle suit une espèce de rail, mais elle est pas vraiment attachée dans le rail d'une certaine manière. Ça veut dire elle est emportée par le courant, donc des fois t'es mouillé, des fois tu l'es pas, des fois elle va plus ou moins rapidement. Tu vois, des fois ça va tourner très vite, des fois ça va tourner plus doucement. Ça va dépendre de la vitesse du courant en fait. D'accord. Mais vous êtes assis comment? Dans le même sens ou face à face? Non. T'es assis en cercle. C'est un rond en fait. Ça veut dire c'est un rond. T'es assis. Tu regardes en fait les autres en fait. Et dans ton dos, la structure est dans ton dos en fait. D'accord. Mais oui. Enfin, visuellement les petites structures sont très très jolies. Hein.
Moi d'ailleurs quand j'ai vu le stégosaure là, Tyrell, l'adulte là, il est magnifique. Il avait même pas été construit entièrement pour le monde perdu, il manquait une partie du ventre. Donc là ils l'ont vraiment comblé, on le voit bouger, c'est moules originaux, c'est très très joli. Mais passer ça, il y a pas grand chose. Et puis à la fin de la pente, pareil. Une fois qu'on a fait la grosse descente, ça devient plus calme pour qu'on reparte à l'entrée du ride. Et il y a 2 dilophosaures qui crachent de l'eau. Et pareil, moule original. Donc ouais, c'est plutôt cool. Maintenant voilà, elle m'a laissé une moins bonne impression que celle de Los Angeles. Maintenant il y a peut-être un petit côté un peu plus romantique dans celle de Los Angeles. C'est la première qui a été ouverte. Moi je l'ai fait, j'étais beaucoup plus jeune, j'ai dû la faire il y a 10 ans, quelque chose comme ça. Jouer, je pense. Voilà, il y a peut-être un petit côté un peu plus romantique, mais c'est vrai que d'un point de vue ambiance, voilà, l'autre est plus action, alors que l'autre il y a vraiment la petite musique de Jurassic Park, on ouvre les brachiosaures, la musique, alors que là c'est voilà, on rentre, c'est plus parc d'attraction. C'est oui, voilà, sur votre droite on voit les stégosaures avec son bébé, blablabla, et après ça commence à partir un peu plus en live. C'est cool, mais c'est pas inoubliable. Pour resituer un peu pour ceux qui verraient pas du tout à quoi ça ressemble, en fait c'est une attraction sur un bateau. Donc moi j'ai fait celle en Floride, donc c'est un bateau. Je crois que Singapour c'est la seule où il y a des bouées. Et du coup c'est un bateau où on nous propose de visiter le parc. Pour l'anecdote, enfin en tout cas celui en Floride, on retrouve John Hammond. Et ce parc-là est censé se situer, être une nouvelle tentative de Jurassic Park après celui du film. En fait, je sais pas si c'est pareil à Los Angeles, mais en tout cas dans celui en Floride, dans la file d'attente, il y a John Hammond qui nous parle et qui nous dit que c'est son 2e essai après son échec au Costa Rica. Je sais pas si c'était pareil ailleurs. Et du coup, c'était marrant, enfin par rapport au film où il dit pourquoi j'ai pas construit en Floride. Là, finalement, sa 2e tentative, il l'a fait là-bas. Et du coup, c'est un petit bateau, comme Julien disait au début, on suit des rails dans une rivière assez calme. On traverse un lagon, on passe sous les portes du parc, et au bout d'un moment, effectivement, on nous annonce une alerte, il y a un souci, et puis là, on commence à rentrer dans des bâtiments, il y a des raptors qui sont en liberté, des dilophosaures qui nous crachent dessus, et là, comme à Singapour, on commence à monter en fait un espèce d'ascenseur. Enfin, c'est pas vraiment un ascenseur, mais c'est une pente. On est tracté par un espèce de treuil qui monte assez fort. Et pour redescendre ensuite en échappant au T-Rex et faire un gros splash. Donc il y a pas qu'à Singapour qu'on a cette espèce d'ascenseur, comme tu disais, Julien. Je crois que sur Los Angeles, c'est pareil. T'es tracté sur une pente, et Singapour, t'es levé à la verticale carrément. En fait, t'es sur un plateau qui se lève. En fait, c'est ça qui est différent. Okay. En fait, t'es vraiment levé. T'as aucun mouvement sur les axes XY. Hein, t'as qu'un mouvement sur l'axe Z en fait. Enfin, comment t'expliquer ça? Qu'à la verticale en fait. Tu te déplaces pas gauche et droite. Tu te déplaces qu'à la verticale. À Singapour, il balance la bouée sur une plateforme. Il soulève la plateforme sur une hauteur peut-être de 4 ou 5 étages. Et après, t'as le tiré qui est au-dessus. Ils te lâchent. Ils ouvrent les portes. Il y a du courant qui t'emmène et ils te lâchent. Ils te font faire descendre. Tandis que oui, à Los Angeles, c'est comme tu disais. T'es tracté. En gros, le bateau, il est entraîné par un espèce de système en acier qui te fait monter une pente, en fait. D'accord, ouais, c'est pareil en Floride, ouais. Mais je me demande si c'est pas exactement les mêmes, Floride et Los Angeles. Je me demande si c'est pas pratiquement le même ride, en fait. C'est possible, enfin, ça a l'air, d'après ce que tu dis, ça a l'air de ressembler, ouais. Pour l'anecdote, simplement, Steven Spielberg, pour l'inauguration, ont descendu avant le splash. Ouais, j'ai lu ça aussi, l'inauguration de celui de Los Angeles, ouais, où il y avait toute l'équipe du film. Il a fait tout le trajet, il est descendu avant parce qu'il avait peur. Peur. Voilà, il aime pas. Ouais, inauguré en 96, il me semble, un an avant le Monde Perdu. Je crois qu'il y a ses mains dessus. Et je crois qu'il y a la date, il a signé Steven Spielberg et Roar dessus, un truc comme ça. Et il fait un petit caméo aussi dans la vidéo de présentation dans la file d'attente. Il passe derrière John Hammond comme s'il était un visiteur du parc. Et d'ailleurs, à Los Angeles, on voit John Hammond, et j'ai pas le souvenir qu'on le voit à Singapour. Il faudrait que je regarde, parce qu'il me semble qu'il y avait des vidéos d'archives qui étaient dans la file à Singapour. Il me semble que je les ai filmées. Il faudrait que je regarde si j'ai pas ces vidéos-là. Parce qu'il me semble que j'ai filmé la vidéo de la file d'attente. Ok, ouais, elle est peut-être différente d'un pays à l'autre, ouais.
Il y a des chances. Et pour donner une idée de la taille gigantesque de cette attraction, c'est une attraction dont la conception a commencé avant même la production du film. Donc ils ont commencé à travailler sur l'attraction en décembre 90 et ils ont achevé sa construction fin 95. Et elle a coûté 2 fois plus que le film. Donc c'était un chantier assez gigantesque. Il y a eu un making-of du chantier qui est trouvable sur internet, enfin sur notre site. On l'a mis sur notre page dédiée au truc. Et et pour donner une idée de la taille, alors moi par exemple à Orlando, le bâtiment qui contient l'ascenseur entre guillemets et le splash est plus haut que le château de Poudlard qui est juste à côté, quoi. Pour donner une idée de la taille et de la hauteur de chute. Je pense que c'était largement rentabilisé depuis. Oui, apparemment, c'est une des plus populaires, apparemment, de ce qu'il disait. Quand on fait le tour à Los Angeles, ils parlent de l'attraction Jurassic Park, ils disent que c'est une des plus populaires. Et je crois d'ailleurs que quand ils vont faire l'attraction Jurassic World, qui va remplacer Jurassic Park, je pense pas qu'ils cassent les fondations et le système de base. Ils vont changer les robots, ils vont changer ce genre de choses. Mais toutes les fondations, je pense que c'est plus un lifting. Ils vont pas repenser les choses. Je pense que c'est juste un lifting et une remise à niveau, d'une certaine manière. Alors, les infos que j'ai trouvées, moi, c'est que effectivement, ça va rester le même manège. Ça restera toujours un truc sur l'eau dans des bateaux. Et ils vont refaire la déco. Et les dernières photos en date montraient que une partie du lagon, donc qui était en extérieur, commençait à être recouverte pour être dans un tunnel, en fait. Donc il y aura des nouvelles scènes et les gens ont peur que, a priori à Hollywood, c'était la seule attraction du parc qui était basée sur les animatroniques et qui n'avait aucun écran pour faire des effets visuels et les gens ont peur qu'en recouvrant toute la partie en plein air, toute la partie qui était en plein air en la recouvrant dans des tunnels, est-ce que c'est pour remplacer tout ça par des écrans plutôt que d'utiliser des vrais animatroniques qui vieillissaient assez mal, mais c'était quand même, ça avait du cachet, quoi, d'avoir des machines comme ça, quoi. Ouais, c'est réel, quoi. Bah là, quoi qu'il arrive, l'avantage des écrans, soyons clairs, ils voient le profit. Il suffit de recontacter la compagnie et de refaire une version 2, une version 3, et les gens reviennent parce que c'est une nouvelle attraction. Et ils n'ont pas changé le hardware, ils changent que le software, quoi. En gros, ils changent la vidéo et puis point barre, quoi. À chaque fois qu'ils vont sortir un nouveau film, ils peuvent changer la vidéo et faire une nouvelle attraction d'une certaine manière. Je pense que d'un point de vue financier, pour le mec qui pense que monnaie, je pense que c'est un bon plan, quoi. Ah bah c'est sûr, oui, ça doit être plus rentable. Ouais. Les coûts de production doivent être moindres. Et il y avait une boutique associée à l'attraction. Oui, boutique toujours. Avec il y a une boutique à la sortie, ouais. C'est intéressant au niveau produit dérivé. Il y a rien de fou, mais oui, t'as des peluches, t'as des casquettes, t'as toutes sortes de t-shirts, de pulls, quand tu sors, il y a les photos, il y a des boutiques, que ce soit à Singapour ou Los Angeles, t'as une boutique à chaque fois. D'accord. Ouais. Et du coup, il n'y a pas que, des attractions. Donc Los Angeles, c'était la première qui a ouvert en 96. Après, il y a eu Orlando en 99. Et il y en a eu plusieurs autres depuis, notamment Singapour, comme tu disais, en 2010, et Osaka en 2001. Le Japon avant, non ? Osaka en 2001. Ouais, c'est avant le Japon. Et la prochaine, c'est Pékin en 2019. Sachant qu'à Pékin, c'est déjà prévu que la zone, ce soit une zone Jurassic World et pas une zone Jurassic Park. Et avec, a priori, des attractions inédites et notamment une attraction gyrosphère. Et il y avait aussi un parc qui était prévu à Dubaï qui a été abandonné et pour lequel il y avait des concept art assez surprenants qu'on n'avait jamais vu ailleurs, avec une énorme structure métallique on se demandait si c'était pas une volière en fait, mais on n'a jamais eu la réponse et comme le parc a été abandonné, on ne saura jamais ce qu'ils avaient prévu à ce niveau-là. À quand l'Europe ? Alors l'Europe, effectivement, c'est un truc qu'on attend pas mal. Il y a eu un projet dans les années 90 en Allemagne, mais qui a été abandonné parce que les parcs d'attractions en Europe, ça marche pas trop. Et puis c'est surtout que en fait tous les Européens
qui sont motivés pour aller faire un parc Universal, ils ont tendance à aller en Floride, qui est leur plus gros parc, mais aussi le moins rentable. Alors si en construisant un parc en Europe, ils s'enlèvent une partie de leur clientèle, c'est pas sûr qu'ils se tirent une balle dans le pied comme ça, quoi. Pour l'instant, c'est mal barré pour avoir un parc Universal en Europe. Mais alors l'attraction qu'on a décrite là, c'est l'attraction principale, la toute première. Et il y a certains parcs où il y en a d'autres. Alors je sais pas, à Los Angeles, est-ce qu'il y a autre chose? Non, autour. À un moment, il y avait un truc, je crois, qui s'appelait Triceratops Encounter, un truc comme ça, avec un espèce de Triceratops animatronique. Mais quand j'y suis allé, ça avait déjà disparu en fait. Et je pense que là, c'est plutôt quand il y a des attractions autour, c'est un mec déguisé en raptor ou déguisé avec deux mecs dans un triceratops qui marchent dans un costume et qui font semblant de regardez, c'est Blue, prenez une photo avec Blue, etc. On est à milieu de ce qu'ils ont fait au Japon avec un buste d'animatronique de Spinosaure qui sort à travers d'une grille, enfin qui passe derrière une grille qui, pour le coup, là, a vraiment du cachet, vraiment joli. Au Japon, ils mettent le cash, ils sortent un truc bien. À Singapour ou à Los Angeles, il y avait des mecs dans des costumes déguisés en blue, tout mal fait d'ailleurs. Et voilà, tout se fait avec des mecs autour. Il n'y a pas vraiment d'attraction supplémentaire en dehors du ride en lui-même, quoi. D'accord. Il me semble qu'au Japon aussi, il y a un roller coaster. Un truc assez récent qui a ouvert il y a 2-3 ans où on est dans les griffes d'un ptérosaure et on se fait embarquer comme ça dans un roller coaster qui passe au-dessus de l'eau. Un truc. Oui. D'ailleurs, pour revenir à ça, c'est vrai qu'à Singapour, t'as un espèce justement de roller coaster où t'es un espèce de ptéranodon et je crois que t'as les pieds dans le vide et tu passes au-dessus du parc et t'as un petit manège où tu sais, c'est le genre de manège qui tourne en rond sur lui-même pour les gamins. Ou quand tu appuies sur le bouton, il monte, et quand tu lâches, il descend. Et ben, t'as des ptéranodons comme ça, t'as une espèce de ptéranodon avec des œufs en haut, et chaque enfant est dans un ptéranodon, et quand il appuie sur le bouton, il monte, et quand il lâche le bouton, il descend. Donc c'est vrai que t'as ces deux attractions parallèles sur Singapour. D'accord, ok. Et à Orlando, il y a une grande zone aussi, une grande zone Jurassic Park avec quelques trucs en plus. Il y a aussi un manège de ptéranodon mais qui est réservé aux enfants. Moi je m'étais fait jeter, j'avais voulu y aller tout seul. J'aurais pu y aller si j'avais eu un enfant avec moi, mais tout seul je me suis fait jeter. Et il y avait aussi Triceratops Encounter qui a été fermé. Et il y a par contre un centre des visiteurs, un grand centre des visiteurs taille réelle entre guillemets. Enfin, je dis taille réelle. Enfin, il est pas tout à fait exact. C'est pas tout à fait l'exacte réplique de celui du film, donc c'est difficile de dire s'il fait la taille réelle. Mais à l'intérieur, t'as la rotonde avec les deux squelettes de dinos. T'as un espèce de labo où tu peux faire des jeux. Où il te prend en photo et il te mélange. Il dit qu'il mélange ton ADN avec des dinosaures et ça te ressort une image dégueulasse. Les premiers hybrides déjà à l'époque. Et puis il y a des animations, l'éclosion d'un œuf de raptor et ce genre de choses. Et il y a un dernier truc, c'est une zone de jeu pour enfants qui est, enfin c'est pour enfants quoi, mais c'est là-dedans que je trouve qu'on retrouve le plus l'ambiance Jurassic Park, parce que, enfin moi c'est quelque chose que j'aurais tendance à reprocher, c'est que on n'a pas du tout l'impression d'y être. Je sais pas ce que toi t'en penses, Julien. À Los Angeles, le début du ride, oui. À Singapour, ça fait fake à mort. Ça sent parc d'attraction, un point, t'imagines même pas quoi. Pas une seule seconde, t'es dans l'immersion et tu te dis, ça pourrait ressembler à ça ou j'y suis. Tu sens que tu perds tout le romantisme du truc, tout le style un peu colonial, etc. Et puis le fait que ce soit pété de monde, ça aide pas. Mais pour moi, non, pour moi, t'y sens pas. Mais je crois que c'est justement à Orlando où t'as justement la partie que tu disais, c'est là où t'as l'espèce de canon à eau, où t'as des grilles, où t'as de la brume, ce genre de choses. Ouais. Et ouais, par rapport à l'ambiance, même en dehors de l'attraction, moi je trouve dans les allées du parc par exemple, bah, t'as vraiment pas l'impression d'y être quoi. Je trouve que c'est pas, enfin un truc tout bête, mais les allées elles donnent directement sur les arbres et
Bah, s'ils avaient mis ne serait-ce que des clôtures, par exemple les clôtures du parc le long des allées, déjà ça aurait ajouté du cachet, avec je sais pas quelques trucs qui font que les arbres bougent ou ce genre de choses. T'aurais déjà eu beaucoup plus l'impression d'y être, parce que là, enfin à Orlando en tout cas dans les allées, t'as rien du tout à part des cabanes, genre cabanes de fête foraine où t'as des petites animations pour gagner des peluches quoi. Donc t'as vraiment pas du tout l'impression d'être à Jurassic Park, contrairement à la zone juste à côté qui est la zone Harry Potter où enfin, tout est vraiment fait pour te mettre dans l'immersion et t'as vraiment l'impression d'être dans Harry Potter, quoi. Il y a vraiment tous les détails, tout est là. Et c'est cette immersion que j'aurais aimé retrouver dans la zone Jurassic Park. Et effectivement, je la retrouve uniquement dans la zone pour enfants, donc qui s'appelle Camp Jurassic, où bah ouais, il y a une simulation d'attaque entre guillemets de bunker par des dilophosaures. Donc en fait, c'est des canons à eau, hein, les dilophosaures, enfin, t'as des canaux en haut d'un côté qui sont qui sont masqués en dilophosaures et de l'autre côté, toi t'es derrière tes flingues qui est aussi un canon à eau et tu les vises. Et t'as aussi différents trucs en te baladant dans les allées de ce petite zone pour enfants, par exemple, bah, t'entends des bruits qui te font sursauter et au bout d'un moment tu te rends compte que c'est sur certaines dalles sur lesquelles tu marches, bah, ça provoque un bruit de dinosaure. Donc ça c'est rigolo, au début ça te fait flipper, et puis à la fin ça devient marrant. Et puis, comme tu disais, il y a toute une zone sous la montagne, qui est censée représenter la centrale géothermique de Jurassic Park, où ouais, t'es vraiment dans la brume, sous terre, tu peux t'attendre à voir arriver un raptor à n'importe quel moment, tu vois pas grand chose, et c'est vraiment ici, et uniquement dans cette zone pour enfants que j'ai retrouvé l'ambiance. Donc si jamais vous avez la chance d'y aller, c'est un petit truc qui paye pas de mine, mais niveau immersion, c'est à pas rater, quoi. Ouais. Bah, d'un point de vue immersion, ce qui peut être un peu cool à Los Angeles, c'est que tu sais, à côté du parc, t'as une visite des vrais studios de tournage. Donc t'es dans l'espèce de camion, tu vois, c'est espèce de, comment dire, enfin, je sais même pas comment ça s'appelle, tu sais, c'est comme une espèce de tram sur roue, tu vois. Et en fait, ils te baladent dans les studios et t'as une zone où tu passes les grilles du monde perdu et tu vois le RV là, tu sais, l'espèce de gros camion, le double camion de Lost World, tu vois les véhicules du monde perdu, tu vois les cages de Jurassic Park 3, enfin l'espèce de bateau avec la cage dessus qui est à la fin, tu vois des explorers, etc., etc., et tu vois des props originaux du film en fait. Et c'est pas là aussi qu'on voyait même le bâtiment d'administration du monde perdu qui, enfin maintenant, Oui, qui a l'air de tomber en il ruine. s'est effondré. Ouais. Il s'est effondré déjà là. Moi, en fait, tu peux le voir, mais le truc c'est que ils ont fait le set de la Guerre des Mondes juste devant. Donc même moi, quand j'y suis allé, je crois en 2008, il y avait déjà ce truc là devant et tu pouvais pas bien le voir en fait. Il me semble que la première ou la deuxième fois que j'y suis allé, tu pouvais déjà plus le voir et tu n'avais pas d'autorisation de t'en approcher parce que c'était pas sûr. Il y avait des trucs qui pouvaient s'effondrer. Et en fait, moi, je sais que j'ai pris quelques photos de ce truc-là. J'ai reçu tout un set de photos parce que j'ai fait à Miami avec un mec qui bossait là. Donc, il m'a donné des petites quelques photos et je sais que j'ai été le photographier moi-même. Mais il a fallu prendre un VIP tour. En fait, il faut que tu prennes un pass VIP où tu es en groupe de 10 et que t'es dans un tram spécial et t'as un mec qui te fait visiter le propre warehouse où ils ont d'ailleurs, je crois qu'ils ont 2 raptors, un dilophosaure et un bébé T-Rex. Et ça te permet de voir un peu les trucs. Mais de toute manière, au jour d'aujourd'hui, il est tombé, ils sont effondrés, ils ont tout rasé en fait. D'accord. Ouais, ça c'est dommage. C'est bizarre. Enfin, c'est à la fois bizarre et dommage que ça soit pas entretenu en tant que musée, quoi, Oui. un peu. Ah, c'est dommage parce que le truc, il était super joli, quoi. Mais même moi, quand j'ai pas pu m'en approcher. Il a fallu que je donne mon appareil photo au guide, entre guillemets, pour que lui s'approche près du bord et qu'il aille prendre des photos. Et j'ai 2 photos de 3/4 qu'il a shootées lui-même. Mais il n'y avait pas d'autorisation de t'approcher toi-même parce que c'était considéré comme set dangereux. D'accord, ok. Et effectivement, il est tombé 2 ans plus tard, il s'est effondré. Ok. Ouais. Je pense que ça fait une mauvaise pub, un touriste qui se fait écraser dans le parc. Je pense que niveau pub, il y a mieux, quoi. Et du coup, si on passe sur l'avenir de ces attractions, donc à Orlando régulièrement, il y a des rumeurs d'un deuxième manège
enfin je dis manège, mais d'une deuxième grosse attraction qui sera ajoutée. Donc avec des concepts, enfin c'est des rumeurs avérées, il y a des concepts qui sont diffusés et tout, mais qui aboutissent jamais. Il y avait notamment un concept donc qui s'appelait Jeep Safari, où on se baladait dans un Land Cruiser à travers le parc. Un peu comme le bateau, mais dans des scènes différentes. On traversait la volière, on slalomait entre les pattes d'un brachiosaure et voilà ce genre de choses. On a mis les concepts de ces attractions-là sur notre site toujours. Donc ça a été abandonné. Il y a eu un deuxième truc qui était prévu, c'était un truc qui s'appelait Raptor Racers, qui était des montagnes russes en bois en fait. Avec des petits wagonnets, un peu qui ressemblaient, d'après ce que je comprends, un peu au train de la mine de Disneyland en fait. Au début, tu étais sur des montagnes russes en extérieur, puis tu plongeais dans un tunnel et là, t'avais une attaque de Raptor avant de ressortir. Donc tout ça a été abandonné et la rumeur du moment pour Orlando, ce serait un roller coaster un peu du style de celui qu'il y a au Japon. Donc un vrai roller coaster en acier et qui aurait l'originalité d'être au-dessus du lagon en fait. Donc on ne sait pas encore quel sera le thème. A priori, ils ont promis que ça resterait Jurassic Park à Orlando, que ça ne deviendrait pas Jurassic World, mais on ne sait jamais quoi. Et donc au niveau des futures attractions, ouais, comme je disais comme je disais tout à l'heure, à Pékin, il va y avoir une zone complète Jurassic World. Et à Los Angeles, ils ont fermé Jurassic Park pour le rebrander. Donc on a la date d'ouverture la nouvelle de celui de Los Angeles. C'est 2019, je crois. C'est des travaux assez rapides a priori. Et on voit. Ils ont commencé rapide. Hein. Ils ont fait l'espèce d'événement là. Et dès le soir même, le lendemain, il y avait des bâches. Ils avaient commencé à virer la flotte. Les mecs, ils ont pas perdu de temps. Ouais, bah moi je vais régulièrement sur un forum qui s'appelle Inside Universal ou je sais pas quoi, et il y a régulièrement des photos. C'est là que j'ai vu qu'il y avait un tunnel qui se construisait par-dessus la première zone qui avant était à l'air libre, quoi. Donc voilà, il y a pas mal de trucs qui sont remplacés par Jurassic World, mais a priori, si on veut voir du Jurassic Park, ça devrait rester encore un moment comme ça à Orlando. Donc Thomas, tout n'est pas perdu. Tu peux aller à Orlando, qui est aussi le plus proche de chez nous, quoi. J'irai un jour, j'irai. Après, faut peut-être pas trop tarder non plus. Ouais, le billet d'avion, ça coûte cher. C'est sûr. Mais moi, mon seul voyage que j'ai fait aux États-Unis, j'ai fait en sorte de passer par la Floride pour aller là-bas, quoi. Mais t'inquiète, je vous promets que j'irai. De toute façon, je peux pas y échapper. J'irai aussi sur Hawaï. Ouais, bah, ça par contre, j'ai pas encore fait. On y viendra après. Si tu veux, on ira ensemble. Ok, on peut me noter un truc. Je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur les attractions dans les parcs Universal. Sinon, on peut passer à quelque chose qui, pour le coup, est plus proche de nous. C'est le musée cinéma et miniature de Lyon qui abrite. Alors, c'est censé être des vrais, comment on dit, des vrais props du film, et notamment la tête de Triceratops, qui est censée être celle utilisée dans le film, dans le premier Jurassic Park. Et Julien, vous y êtes allés tous les deux ou? Non, moi j'y suis allé à Lyon. Ouais, Julien, je crois que t'as même travaillé avec eux sur certains trucs, non? Moi, en fait, le truc, c'est quand ils ont mis en vente le bébé tyrannosaure et le dilophosaure du 1, en fait, je les ai contactés et je leur ai dit, tant qu'à faire, ce serait bien de le rapatrier en France. Et donc, je leur ai donné pas mal de photos et de vidéos de Stan Winston avec le modèle derrière pour leur montrer que c'était quelque chose qui venait vraiment du studio. Et en fait, ils ont bidé sur les modèles. Et ils ont réussi à acheter le bébé T-Rex. Et je leur ai dit, c'est très cool qu'ils soient en France. J'aimerais bien venir faire un shooting à l'occasion. Et j'ai sympathisé avec la fille qui s'occupe un peu du musée. Et en fait, on a organisé un shooting. Donc moi, j'ai été prendre des photos. J'ai des photos à côté. J'ai des photos de mon petit à côté. Et voilà, ils ont été vraiment gentils. Ils m'ont fait une visite du musée. Ils m'ont montré pas mal de petits trucs.
Et ouais, il y a le modèle qui est là-bas maintenant. Ils ont le Triceratops aussi qui pour moi est une réplique qui a été offert à Don Lisem et c'est pas du Screen News à mon avis, hein. Mais le bébé T-Rex, enfin quoi qu'il arrive, les moules c'est les moules originaux quoi. Ça vient du même moule, c'est qu'il y a que la peinture en fait qui est différente. Et voilà. Et, bah, si vous êtes à proximité, enfin moi je suis venu exprès de Paris pour aller faire le shooting. Donc voilà, j'ai fait Londres-Paris et puis après j'ai fait Paris-Lyon pour faire le shooting. Et oui, le bébé T-Rex, il est très très joli. Mais bon, c'est des maquettes que j'en avais déjà vu pas mal quand j'ai fait la visite chez Stallone Studio. Moi, j'en avais déjà vu pas mal. Mais c'est toujours cool d'un de revoir ce genre de modèle et de te dire c'est en France et qui plus est accessible au public. Parce que la plupart du temps, c'est un collectionneur privé pété de thunes qui achète ça et puis tu peux lui dire au revoir, vous les reverrez jamais quoi. Ouais. Bah, c'était le cas avant, notamment pour la tête de Tricé qui avant était chez un particulier qui l'utilisait comme cible pour des nerfs ou un truc comme ça. Ouais, Don Lisem, ouais. Qui laissait pourrir les trucs chez lui, ouais. C'était dans un état mais déplorable, c'est incroyable. L'état de détérioration des modèles, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu. C'était dans une cabane, ils étaient complètement défoncés en plein soleil. Et après, ils faisaient des attractions, des petites expositions de dinosaures, etc., etc. Et t'avais des gamins qui tiraient sur les têtes de T-Rex. Moi, j'ai vu ça, j'ai halluciné, quoi. Ouais, j'ai vu les photos et les vidéos de ce truc-là aussi. Et effectivement, même si a priori la tête de Tricé c'est pas la vraie, c'est quand même mieux qu'elle ait été rapatriée en France. Et ouais, oui, elle est mieux dans un musée. Hein. Du coup, ouais, moi j'avais été visiter ce musée-là quelques mois après qu'ils aient annoncé avoir récupéré la tête du Triceratops de Jurassic Park. Ça m'avait vraiment intrigué, donc j'étais allé voir. À l'époque, elle était encore exposée dans sa caisse de transport dans la cour du musée. Ils n'avaient pas du tout eu le temps de la retoucher. Et déjà directement, enfin pour moi, on voyait que c'était pas la vraie. Enfin, c'était évident que les yeux qui sont mobiles dans le film, là, ils ont jamais pu bouger, et la langue, c'était pareil. Mais à l'époque, enfin, quand j'avais posé la question de est-ce que c'était la vraie et qu'est-ce qu'ils souhaitaient en faire, ils m'avaient dit que oui, c'était la vraie, qu'ils avaient récupéré en même temps que la tête tous les documents de fabrication de l'époque et que leur intention, c'était de recréer le Triceratops complet et de l'animer. Alors, j'ai un doute que ce soit faisable. Et là, a priori, la seule chose qu'ils ont fait sur la tête de Tricé, c'est de la nettoyer et de rajouter une partie pour prolonger un peu le cou, d'après ce que j'ai vu sur les photos. Mais je doute, oui, que ce soit faisable de l'animer comme le Tricé du film, quoi. Je pense qu'il y a pas la place. À moins de le mettre dans la cour, le Triceratops, il fait 6 mètres ou 6 mètres 60 de long. Oui, aussi, ouais. Je pense pas qu'ils aient la place. Ils vont pas pouvoir pousser les murs, je pense. Après, à moins que ce soit fait, tu vois, parfaitement, pour voir l'intérêt, tu vois ce que je veux dire, où le truc il est parfait, ou c'est pas la peine. Bah, faut dire qu'ils ont déjà aussi la reine alien de Alien versus Predator qui est animée, qui est assez impressionnante et qui fait une bonne taille elle aussi, quoi. Oui, c'est bien massif. Moi, je suis rentré tout seul la voir parce que je me demandais est-ce que je vais rentrer tout seul d'abord pour voir si j'emmène mon fils qui a 4 ans. Et je lui ai dit reste dehors. Et je lui ai dit c'est pas la peine, rentre pas dans cette pièce, c'est pas la peine. Ça me fait peur. Ouais, bah c'est pas le seul truc, hein. Il y a d'autres pièces du musée où il vaut mieux pas emmener des gamins. Ouais. Mais il y a des comment dire il y a des panneaux, des inscriptions en disant voilà, ça peut être un peu compliqué pour les enfants à cet endroit-là. Ouais. Donc ils préviennent. Et quand j'y étais allé, ils ont des Compsognathus aussi. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y avait aussi un Compsognathus dans une vitrine qui a priori est un des props qui est accroché à la chemise de Dieter Stark quand il meurt dans Le Monde Perdu. D'accord. Ouais, il a l'air, mais pour le coup, c'est plus simple de récupérer les trucs du Monde Perdu. Mine de rien, les 4 ans de différence. J'ai l'impression que ça doit pas être la même matière ou quelque chose, mais j'ai l'impression que ça s'est beaucoup moins détérioré. Et au final, oui, celui-là pour moi ce sera un original. Et quand ils ont acheté le T-Rex, il y avait un Compsognathus avec, et il était en restauration quand moi j'y suis allé. Donc je l'ai pas vu, mais ils vont avoir un deuxième Compsognathus normalement. D'accord. Et le T-Rex, il est déjà en exposition ou il est il est en restauration pour l'instant? Non, le T-Rex, il était dans un couloir en fait.
Et moi, pour le shooting, j'ai demandé qu'ils le mettent dans la cour pour avoir un bon éclairage. Donc, j'avais une lumière naturelle. Et je suis venu avec deux spots assez puissants, avec les parapluies, etc., etc. Et j'ai tout shooté d'extérieur. D'ailleurs, j'ai dû poster les photos, en fait. Je me demande si j'ai dû les poster même sur le forum. Et toi, comment t'avais su, parce que tu disais c'est toi qui leur avais refilé le tuyau là du bébé T-Rex, comment t'avais eu l'info toi? Non, en fait, à mon avis, ils étaient déjà au courant parce qu'ils sont au courant de ce genre de choses. Mais disons que moi, j'ai poussé de mon côté en leur donnant toutes les photos et les vidéos pour leur montrer vraiment que c'est un original et en poussant entre guillemets dans le sens, si vous pouvez le récupérer, c'est bien. C'est parce que c'est une belle pièce, c'est une pièce officielle, etc. Mais enfin, moi, disons qu'avec JPO, dès qu'il y a un mec qui voit un dinosaure sur Internet, t'es sûr qu'il m'envoie un mail en fait d'une certaine manière. Donc dès que ça s'est su qu'ils allaient les vendre, j'ai reçu des mails de tous les côtés. Et comme je sais que le musée achète certaines pièces, je me suis dit c'est un truc qu'il faut qu'on récupère en France. Ouais. Bah du coup, j'ai plus qu'à y retourner pour aller voir ce bébé coûte combien? T-Rex. L'entrée, bah c'est un musée normal, hein, je sais plus, mais c'est tout à fait abordable. Ça coûte plus cher de prendre le train pour aller à Lyon par contre. Et le temps de la visite de ce musée? Bon, 2 heures, je dirais. Moi, je l'avais fait dans une matinée. C'est dans le centre? Ouais. C'est dans la vieille ville de Lyon. D'accord, ok. Ouais. Et le coin est magnifique hein, d'ailleurs. Les petites rues autour, ouais. c'est charmant. Et les pièces, ils les ont achetées combien? Vous avez des idées? Je sais pas comment. Entre 45 et 60 000 euros, je pense. Il me semble qu'il est tombé entre 45 et 60. Il me semble. Je crois que le Dilophosaure avait été vendu 80 000, il me semble. Et le Dilophosaure, tu sais qui l'a acheté? Non, j'aimerais bien savoir, mais les mecs ils restent très discrets par rapport à ça. Donc je sais pas qui c'est qui a. Et généralement, quand t'as des organismes professionnels d'enchères, il est rare qu'ils te disent ouais le modèle il est à telle adresse. C'est rare qu'ils te le disent, je te rassure. Mais bon, après il refera peut-être surface à un moment ou un autre sur Internet. Hein. Déjà les deux là, le bébé T-Rex et le Dilophosaure, ils avaient été vendus par Matt Winston quand il a créé son école. Et les mecs qui les ont achetés les ont revendus. Donc c'est probablement le même mec qui avait acheté les deux, qui a dû avoir des problèmes de thunes et qui les a remis en vente. Donc on n'est pas à l'abri que dans les prochaines années, on voit des modèles ressurgir quand l'acheteur qui les a achetés s'en lasse ou se dise bah tiens j'ai besoin de tant d'argent, je vais les remettre en vente. Donc on n'est pas à l'abri que ça ressurgisse à un moment ou un autre. Ok. Bon, on croise les doigts. Pour qu'il arrive, qu'il arrive chez nous. En tout cas, ouais, c'est vraiment un truc à faire. Si vous aimez Jurassic Park et même le cinéma en général, ce musée-là est vraiment un truc chouette à aller voir. Ouais, ils ont des trucs surprenants. Ils ont plus que ce que je pensais. Hein. Ils ont de tout en plus. Hein. Ils ont vraiment beaucoup de trucs à gauche à droite. Ils ont des modèles du 5e élément. Ils ont pas mal de petits trucs. Hein. Ouais. Bah, c'est peut-être un peu ce que je reprocherais à la limite, c'est que tout est mélangé, quoi. T'as des salles où t'as vraiment de tout, et le compi, il est au milieu de la planète des singes, et je sais plus quoi, et donc c'est peut-être... là, il est à côté du Triceratops. Mais, ouais, là c'est plus logique, ouais. Et le Triceratops, il est en intérieur maintenant? Non, oui, il est en intérieur derrière une vitre. Ok. Ah oui, alors que, ouais, moi j'avais pu le toucher. Enfin, il n'y avait pas trop droit, mais je l'avais touché. Ok. Donc on a fait le tour pour ce musée. Il y avait une autre chose qu'on pouvait faire en France jusqu'à il y a 2 mois. C'était l'exposition Jurassic World. Du coup, moi j'y suis pas allé, mais je crois que Thomas, tu l'as visité. Est-ce que tu peux nous en parler, ouais, nous dire si ça valait le coup? Alors, est-ce que ça valait le coup? Bah oui et non. Oui, parce que c'est rare quand il y a une expo spéciale Jurassic Park ou Jurassic World en France, donc c'est bien. Donc au début, on rentre, donc ça coûtait 20 €. Au début, nous rentrons dans une sorte de simulateur dans une pièce blanche avec des écrans
qui simule un bateau. Donc le voyage en bateau. Donc il y a de la musique de Jurassic World en même temps. C'est la musique de Jurassic Park. Et au bout d'un moment, les portes s'ouvrent, comme dans le film Jurassic World. Et donc on rentre dans une première salle là, où il y a un brachiosaure, il me semble, animatronique, pas dans son ensemble, bien entendu, là c'est juste le cou et la partie avant du corps qui est vraiment très bien faite et très impressionnante. Donc elle passe au-dessus du public, etc. Là vraiment très impressionné et la texture de la peau, je l'ai trouvé très réussie. En face, il y avait un Parasaurolophus qui sortait de faux arbres, donc avec la tête et le corps aussi. C'est pas mal fait, vraiment des animatroniques de bonne qualité. Ensuite, la deuxième pièce, c'est avec un cératopsien, donc taille censée être réelle, même s'il me paraissait un peu plus gros que la réalité. Comment il s'appelait déjà ce cératopsien? C'est le Pachycines. Je sais pas si c'est ça. Je sais pas. Pachyrhinosaure, non? Ouais, oui, enfin moi je dis Paki, Ouais. parce que je pense que c'est Paki. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais oui, avec il a pas de corne, il a une bosse sur son nez, pardon. Il est taille réelle, enfin voire trop gros. Bon, on a l'impression qu'il est obèse. Il est avec un petit, et c'est pareil, là vraiment très impressionnant, très bien animé, avec les yeux, avec la maman et le bébé qui communiquent ensemble. Enfin, ça fait un jeu de communication entre les deux. C'est vraiment très impressionnant, vraiment très réussi. Là, franchement, il n'y a rien à dire. Une belle pièce. Donc tout ça, ça se fait. Donc les deux premières pièces se font en 10 minutes. Hein. Ensuite, nous rentrons dans une salle avec une salle d'attente, tant que une salle d'attente, le temps que le groupe qui est avant nous passe. Et on rentre ici ensuite dans une salle avec le tyrannosaure. Donc le tyrannosaure qui ne ressemble pas du tout, et là c'était la grosse déception, au tyrannosaure des films. Donc il a une tête un peu écrasée, vraiment mal faite. Vraiment le tyrannosaure est vraiment mal fait. Son nez écrasé, ça fait plutôt carnosaure de Disney, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc on entend des pas en fond, des pas comme dans le premier film. Et il arrive pas en marchant, mais sur un rail en réalité, mais le rail est caché bien entendu par la végétation. On se doute que c'est un rail. Et il avance vers un véhicule, il crie vers nous et il s'en va. Mais il s'en va en reculant, d'accord? Donc ce n'est pas du tout réaliste. En fait, c'est juste un rail qui fait avancer, qui recule sur des roues, quoi. Mais bon. Et il donc, marche, voilà. enfin, il a des mouvements de pattes ou tu vois vraiment qu'il roule? Si, on voit qu'il y a, d'après mes souvenirs, je crois qu'il y a quand même quelques mouvements de pattes, au niveau du dos, c'est fait exprès, effectivement, ouais. Si, je pense qu'il y a des mouvements de pattes, ouais. Mais dans sa conception, je trouve, ça va être plutôt mal fait. Voilà, donc pour le tyrannosaure, donc la voiture, je ne sais plus si c'était une voiture Jurassic World ou une voiture Jurassic Park. Pas tellement marqué. Je ne saurais plus dire si c'était la Jeep ou autre chose. Mais bon, voilà. Ensuite, la salle suivante, c'était, me semble-t-il, ah oui, c'était la Velociraptor. Donc là, on rentre dans une allée avec une cage à l'intérieur. Et dans la cage, il y a un Velociraptor. Il apparaît pas tout de suite. D'abord, ils nous mettent dans l'ambiance avec attention, il va venir avec la musique un peu inquiétante. Donc moi, je me dis, tiens, dans la cage, il n'y a aucun rail, il n'y a rien pour supporter un animatronique. Donc je me dis, qu'est-ce que ça va être? Ça va pas être un robot quand même qui va marcher tout seul. Bon. Et donc arrive par le fond de la cage quelque chose. J'appelle ça une chose parce que c'est vraiment affreux. C'était donc un mec avec un déguisement je peux appeler ça un déguisement, de Vélociraptor, avec une démarche affreuse. Le truc, il paraît carrément obèse.
Et ça ressemble pas du tout au Vélociraptor des films, quoi. Franchement, c'est la pire représentation de dinosaure de l'attraction, quoi. Ça, c'est le Vélociraptor, alors que c'est l'un des icônes du film. Ils auraient pu quand même un peu s'appliquer, quoi. Mais le mec dans un costume, quoi, c'était vraiment affreux, quoi. Enfin, je veux dire, en plus, on voit les jambes du mec, enfin, je sais pas, moi, ils auraient pu un peu s'appliquer. Surtout pour une attraction qui voyage et qui est internationale. Voilà. Ensuite, on rentre dans une nouvelle salle, la dernière, où il y a un stégosaure. Bon, c'est pareil, il est un peu pris de poids par rapport à ceux du film. Un peu robotique celui-là, par contre. La tête est bien faite, le corps est complètement immobile et la queue bouge. Voilà. Pour le stégosaure, pas trop mal quand même par rapport au tyrannosaure et au vélociraptor, mais il y a mieux. Et enfin, dernier animatronique que j'ai pu voir, c'est l'Indominus. Donc l'Indominus, là, vraiment très bien fait. Lui, très bonne qualité, digne du brachiosaure du début de l'attraction, enfin du début de l'exposition. Et l'Indominus, ouais, qui fait des mouvements de tête, de bras. Ils mettent aussi dans l'ambiance, hein, avec quelqu'un qui parle disant il va s'échapper, enfin ce genre de choses. Je ne sais plus exactement ce qu'il dit. Mais l'Indominus, ça a laissé une bonne impression. Vraiment pas trop mal fait, voilà. Et ensuite, on sort dans une boutique. Donc, ah oui, j'ai oublié un peu, entre deux salles, je me souviens plus lesquelles, on passe dans le laboratoire comment il s'appelle, aidez-moi, comment il s'appelle, là, Docteur Wu. Ouais, voilà, du Docteur Wu, voilà, c'est exactement, ouais. Donc, qui reprend un peu le décor du laboratoire de Jurassic World. Donc, on voit des pylônes avec des œufs à l'intérieur, c'est pas mal. Il y a un mur avec de l'ambre plastique, et dans chaque partie d'ambre, ils ont mis un petit insecte. Alors, c'est pas forcément toujours un moustique, mais il y a un petit insecte à l'intérieur. C'est le décor de son bureau dans Jurassic World, d'après ce que tu décris, non? Oui, c'est bien possible. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc après, il y a des informations sur les murs, un peu pédagogiques, didactiques, sur la recréation des dinosaures, sur le dinosaure elle-même, sur l'ADN. Voilà, c'est bien pour les enfants, je trouve. Voilà. Et donc, on finit l'attraction, on sort dans une boutique. Bon, la boutique, franchement, ça n'a pas trop d'intérêt. Très peu de produits dérivés officiels. Alors, ici, les produits, ce sont des produits, en fait, sur le dinosaure, mais quelconques, quoi. Quelques t-shirts par-ci par-là. Il y a absolument rien de Jurassic Park. Les seuls produits dérivés qu'il y a, c'est Jurassic World, quoi. Bon, quelques t-shirts, quelques pulls, quelques bouquins enfantins, mais ça s'arrête là. Le reste, c'est des produits qui ne sont pas sous licence. Donc là, un peu de déception au niveau de la boutique. Ils auraient pu quand même un peu s'appliquer. Et après, voilà, après c'est la fin. Donc au final, on visite ça en 1 heure. C'est très rapide, je trouve. Non, même pas 1 heure. Hein. Donc, qu'est-ce que je raconte? Une demi-heure. Non, c'est une demi-heure, 35 minutes, hein, je crois. Hein. Pas plus. Hein. C'est très rapide. Et t'es poussé pour avancer, ou si tu voulais, tu pouvais y rester 2 heures? Alors, on m'avait dit ça avant d'y aller. Au final, je me suis pas senti brusqué. Non, j'ai eu le temps de lire l'essentiel de la documentation qu'il y avait sur les murs, par exemple, les textes. Bon, je ne suis pas trop senti poussé. D'accord, donc c'est vraiment qu'il y a même pas plus. Si je pense qu'il y a un temps, parce que c'est vraiment à la chaîne qui font ça. Hein. Il y a des groupes qui attendent, je crois que c'est des groupes d'une quarantaine de personnes qui et entre chaque groupe, il doit avoir à peu près une dizaine de minutes. Donc, je pense qu'en par salle, ça doit être 10 minutes maxi quand même. En sachant que quand même, j'ai remarqué sur les infos des dinosaures qu'il y avait, des infos didactiques, il y a des erreurs. Et ça, c'est pas très acceptable non plus. Voilà. Donc globalement, pour résumer, c'est pas mal, mais c'est très rapide et il y a certains animatroniques quand même qui font peur. Voilà.
Qui font que c'est bien ou que c'est raté, les animatroniques. Raté. Que c'est raté, ouais. Le T-Rex et le Vélociraptor, même si c'est pas un animatronique. Voilà. En fait, c'est mitigé, c'est un bilan mitigé. Il y a de très bonnes choses et de très mauvaises choses. Et c'est très rapide. Ouais. Et puis, enfin, pour 20 €, ça me paraît excessif, d'après ce que tu décris. Ouais, c'est vrai, 10 € aurait été le prix le plus juste. Ok. Julien, tu l'avais fait cette exposition ou... Non, moi je voulais y aller, mais j'ai été voir Trix avec le petit plutôt. J'ai pas entendu ça a saccadé. Oui, non, j'ai dit, je voulais y aller, mais j'ai été voir Trix avec le petit en fait, à la place. Ah oui, le T-Rex, bah si. Oui, ouais. celui qui est sur Paris. Ah oui, effectivement, bah j'y suis allé après, moi. Après ça. Ah ouais, j'ai fait les deux enchaînés. C'était pas mal. D'ailleurs, ça m'a, je pense, le T-Rex, Trix, comme tu dis, m'a plus impressionné que l'expo Jurassic World. Ok. Bah en tout cas, l'expo Jurassic World, elle n'est plus là. Je crois qu'elle est partie en Australie maintenant. Et elle a ramené du monde, hein. Ouais, ça a bien marché. Bah peut-être qu'il reviendra pour le 3e film. Je sais pas ce qui est prévu. Elle était à la Cité du Cinéma, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est en banlieue parisienne, à Saint-Denis, il me semble. Hein. Confirmé ou pas? Ouais, c'est ça. Et du coup, là-bas, je crois qu'ils ont en permanence des véhicules de Jurassic Park, par contre, dans un hall. Ah, ça, j'ai pas vu. Hein. Il me semble. Je suis pas certain que ce soit en permanence, en fait. C'est pas en permanence. Je pense que c'est les véhicules, non, il me semble que c'est les véhicules qui sont prêtés, c'est les véhicules qui sont prêtés, je pense pas que ce soit en permanence. D'accord. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Ok, parce que j'avais vu ça. Je crois que c'est les véhicules de, comment il s'appelle? Je vois qui est le gars qui prête ces véhicules, mais ouais, je croyais qu'ils étaient là-bas, qu'ils étaient là-bas régulièrement, quoi. Donc, enfin. Oui, régulièrement peut-être, mais pas forcément en permanence. Parce que moi, je sais que j'ai été chez lui, et j'ai vu les véhicules dans son jardin. Ils étaient pas à la Cité du Cinéma, tu vois. D'accord. Mais pour certaines, je pense qu'au début, il y était pendant un temps, mais je crois qu'il a eu des dégâts et que depuis qu'il a eu des dégâts, comme les mecs n'ont pas voulu l'attirer, il les a peut-être repris ou je ne sais quoi, mais je pense pas que ce soit en permanence en tout cas. Ok. Bon. Bah tant pis. Il a vendu le RV d'ailleurs le camion du Monde Perdu. Ah, le camion qu'il a retapé, il l'a pas gardé du coup? Non, il l'a vendu à des Japonais, il me semble. D'accord. Ok. Ouais, je pensais qu'il voulait en faire une attraction, un truc. Non, je crois qu'il l'a vendu il y a 2 semaines, je pense. Je l'ai vu, il partait pas par container, mais par bateau, il me semble, un truc comme ça. D'accord. Ah oui, donc il est parti au Japon en plus, le truc. Et ouais. Ok. Il me semble que c'est Japon. Ok. Je sais pas si en France il y a d'autres choses qu'on peut voir liées à Jurassic Park, il me semble pas. À part des trucs ponctuels. Pas sûr, ça m'étonnerait. Non, il y a que ça. Dans le coin, il y a pas grand-chose. Ni en Belgique d'ailleurs. Ouais, c'est bien dommage. Même à Londres, toi Julien qui a vécu là-bas à Londres, il y a rien. Des trucs relativement proches. Non, il y a quelques conneries en face de Tower Bridge. Ils ont mis un Ian Malcolm gonflable géant. Et ils ont mis, je crois que pour Jurassic World, ils avaient mis un Mosasaur devant Tower Bridge. Là, ils ont mis une espèce de gros T-Rex, un gros truc, un truc assez massif, qui fait peut-être, 8 mètres de long, il était quand même costaud. On l'a eu à la Défense aussi, celui-là, ouais. Sinon, ils mettaient les Raptors dans une gare avec des containers, ils mettaient les Raptors dessus. King's Cross, ils avaient fait ça, il me semble, je sais plus exactement. Mais oui, ils font des petits trucs, mais c'est pour lancer le film, quoi. Ouais. Il y a rien de vraiment propre officiel du film de manière permanente à ma connaissance. Et vu qu'ils ont tourné en Angleterre, là, le dernier film à Pinewood, je crois, ils ont rien laissé. Il y a rien qui est visitable, un peu comme Harry Potter ou.
Il y a pas ce genre de truc? Non, je pense que tous les décors ont été détruits en fait. Ok. Les décors d'Harry Potter, le truc c'est que Harry Potter ça a fait max de thunes. Je dis pas que Jurassic World l'a pas fait, hein, mais dans le sens les décors ils les utilisaient d'une année sur l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire pendant je sais pas 8-10 ans, les décors étaient là et ils tournaient dedans et c'est juste quand la série s'est terminée qu'ils se sont dit on va continuer à faire rentrer du cash grâce aux décors. Et je pense pas, pour te dire la vérité, que dans les nouveaux films il y ait des décors assez iconiques pour se permettre ce genre de choses. Oui, c'est vrai, ouais. Ils réutilisent pas les mêmes, effectivement. Surtout que l'action va se dérouler dans d'autres environnements. Ok. Donc ouais, pas grand chose près de chez nous. Du coup, on est obligé de pas mal voyager pour voir des trucs Jurassic Park. Et je crois que le plus grand voyage qu'on puisse faire, c'est d'aller sur place à Hawaï, voir les lieux de tournage du parc et du film, pardon, les lieux de tournage du film et ce qu'il en reste. Et c'est quelque chose que toi tu as fait, Julien. Donc si tu peux nous raconter ça, comment c'est là-bas et quelle est l'ambiance et Bah moi j'y suis allé 2 fois en fait, en 2012 et en 2013. Donc en fait j'ai cherché tous les endroits où ils ont tourné le film. Il y a 2 endroits que j'ai pas trouvé. C'est l'endroit où le T-Rex court derrière la Jeep parce que j'ai pas trouvé de documentation. Ça se passe de nuit et ça pourrait être absolument n'importe où. Des routes de terre dans la jungle à Hawaï, il y en a pléthore. Donc voilà. Et le deuxième, c'est l'enclos des brachiosaures. Il me semble que ça s'appelle Jurassic Kylie Ranch, si je me souviens bien. Et c'est une propriété privée et on m'a pas autorisé l'accès en fait. Mais sinon, tous les autres endroits du film, je les ai tous trouvés et j'y suis allé à 2 reprises, 2012 et 2013, pour faire des repérages pour pouvoir retourner dans ces endroits-là en fait. Ok. Et on reconnaît vraiment ou le fait d'avoir été filmé, ça change et finalement t'as pas l'impression d'y être ou si t'es vraiment dans l'ambiance et... En fait, pratiquement tout se trouve sur Kauai. Il y a un endroit où il y a les Gallimimus qui se trouvent sur Oahu, mais maintenant tu vois ça dans tous les films en fait. Ce décor-là qui était le décor de Jurassic Park, qui changeait, qui vraiment, tu disais ouais c'est Jurassic Park. Maintenant tu vois ça dans tous les films et puis ça perd de son charme parce que tu le vois dans tous les films. Mais ça tu peux le visiter. Moi je l'ai fait en bus, je l'ai fait en quad. Donc tu peux y aller, tu peux aller dans la vallée des Gallimimus. Apparemment, ils ont gardé l'espèce de souche d'arbre pendant des années, mais là, ils l'ont remplacée par une autre parce qu'elle a été détruite avec le temps. Hein. Ouais. Un morceau d'arbre, il va pas tenir 20 ans au sol. Donc voilà. Mais oui, tu peux. Tu te retrouves dans le décor et puis c'est très cool. Et puis tu vois d'autres décors de films. Donc ça c'est cool. Mais c'est moins charmant que Hawaï. Hawaï, il y a aussi un peu plus de comment dire. Il faut que tu le cherches. L'endroit. Il y a pas forcément de cartes, il y a pas forcément de gens qui vont t'emmener. Donc moi je sais que j'étais dans l'enclos du tyrannosaure et en fait tu dois passer certaines grilles qui parfois sont fermées justement parce que quand il y a des pluies torrentielles ou je sais pas quoi, ta bagnole peut être emportée ou tu peux être enlisé. Moi je sais que j'ai à moitié déglingué la Jeep quand j'ai été là-bas quoi. En plus t'es pas assuré parce que c'est du hors piste. Donc je sais que moi j'ai pris et je suis parti avec des jeeps de location et il y a même des endroits où je me suis retrouvé face, donc tu dois traverser des rivières, etc. Et t'as des endroits où t'as des flaques de boue et en fait il a fallu que je récupère des gros cailloux que je les jette au milieu de la flaque de boue pour essayer de juger la profondeur du trou parce que je me dis merde ça se trouve la bagnole je vais pas réussir à la sortir en fait. Mais ouais non j'ai fait l'enclos du tyrannosaure qui est dans le Blue Hole. Tu passes par les portes du parc qui sont pas du tout symbolisées par les 2 piliers, ça c'est du gros bullshit. C'est pas du tout ça. Les portes réelles devaient être construites plus loin, parce que quand tu vois le film, les portes, t'as une grosse ligne droite et t'arrives aux portes. Et en fait, les 2 portes que tout le monde dit, c'est les portes de Jurassic Park. Il y a pas de route en fait. Il y a un tournant juste devant. Donc tout le monde se prend en photo devant, mais si les mecs ils avaient fait gaffe au film, ils avaient vu que devant t'as rien. Devant t'as donc voilà. C'est comme l'enclos du tyrannosaure. Tu vas dans l'enclos du tyrannosaure et tu te rends compte que la chèvre avait une jolie petite vue sur une jolie petite rivière.
parce que en plongée derrière là où il y a la chèvre, eh ben t'as une jolie petite rivière. Et d'ailleurs, tu vois l'endroit dans le making of. T'as un petit panorama dans le making of du film. Et quand les mecs sont en train de le construire, tu vois que derrière t'as une petite rivière. Donc ça, l'enclos du tyrannosaure, c'est cool. Tu peux voir la cascade du film. Il y a une seule compagnie d'hélicoptères qui va t'emmener là-bas. Il me semble que c'est Blue Helicopter qui t'emmène là-bas. Et pareil, c'est une propriété privée et c'est pour ça qu'il y a que cette compagnie d'hélico qui peut t'emmener. Donc oui, là c'est cool aussi. Tu n'atterris pas au pied de la cascade parce qu'il y a plus d'héliport, il y a rien. T'atterris un petit peu plus loin. Mais effectivement, quand tu t'entends la musique dans ta tête, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment cool. Donc tu l'as fait ça, ce tour en hélico, toi. Oui, ouais, je l'ai fait, ouais. Et donc ça c'est vraiment super sympa. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'enclos des raptors. L'enclos des raptors, c'est un espèce de petit jardin botanique, en fait. Et il y a un cabanon où ils vendent des souvenirs et ils te vendent les tickets pour justement visiter le jardin botanique, qui est exactement à l'endroit où il y avait l'enclos des raptors. Et en fait, il y a l'espèce de petite, tu vois, t'as une espèce de véhicule qui amène la cage du raptor et qui la pose au sol. Et en fait, cette espèce de dénivelé, dans mon souvenir, il y est toujours. Et c'est un parking qui est à ce niveau-là. Et en fait, tu peux carrément imaginer l'enclos des raptors toujours à cette place-là. Donc c'est plutôt cool. Et c'est un endroit que tu peux visiter. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait là où il y a les œufs des raptors. Donc pareil, ça c'est un parc botanique. Normalement, il te faut un guide pour y aller toute l'année, sauf un jour au mois de mai. Et les 2 années de suite, moi j'y suis allé au mois de mai, j'y suis allé le jour-là, donc je pouvais me balader librement dans le parc. Et il me semble que c'est le jour de la fête des mères, aux États-Unis ou un truc comme ça. Mais il y a un jour particulier où tu peux te balader sans guide. Et en fait, quand tu te balades dans le parc, tu vas tomber sur l'enclos des dilophosaures. Et un petit peu plus loin, t'as l'arbre avec les racines et les œufs en fait. Donc ça c'est. Ah oui, et à cet endroit-là, t'as aussi dans ce même endroit, tu as aussi l'endroit où ils ont construit le bunker électrique. Donc on voit là où Ellie elle court, elle elle saute par-dessus l'arbre là 2 fois et elle arrive dans le bunker électrique. Ça c'est aussi dans ce parc-là en fait. Donc ça c'était plutôt cool aussi. Se retrouver en face des arbres, c'est plutôt sympa, tu vois. Bah c'est clair. Après ouais. moi encore une fois j'y étais dans un jour où il y avait peut-être un petit peu de monde aussi parce que justement c'était un peu open bar quoi, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Donc t'avais pas le sentiment d'isolement que t'aurais pu ressentir dans le film quoi. Ouais. Mais c'est vraiment sympa. Et justement, c'est pas trop gâché par l'aspect touristique. Il y a pas tout le monde qui veut faire pas la même chose. Je pense pas trop parce que il y a 3 arbres côte à côte et en fait moi pour trouver vraiment le bon renfoncement et c'est même pas le plus gros en fait. Là où ils ont mis les œufs, c'est même pas le plus gros renfoncement. En fait, et tout le monde prenait des photos sur un autre arbre dans un renfoncement qui était plus gros, en train de se la péter, c'est là où il y a les autres raptors, c'est les autres raptors, alors qu'en fait, ils étaient même pas sur le bon arbre les mecs, sur le bon arbre les mecs en fait. Et moi quand j'y suis allé avec un espèce de petit bouquin avec des captures d'écran du film, etc. que j'ai vraiment trouvé le bon endroit et puis j'ai tout photoscanné d'ailleurs, j'ai un scan de l'arbre. Donc ça c'est plutôt cool. Mais non, ça reste vraiment sympa et l'endroit est très très joli. Donc c'est cool. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre là-bas? Le centre des visiteurs. Ouais, j'ai fait le centre des visiteurs aussi. Et en fait, le centre des visiteurs, c'est dans une propriété privée. Je crois qu'elle était en vente à 28 millions de dollars en fait. Ça s'appelle Valley House. On a mis pas mal de temps à la trouver en fait. Parce qu'il y a pas vraiment d'informations dessus. Et en fait, j'ai dû négocier pendant 5 jours avec comment dire l'agent immobilier. J'ai dû négocier avec lui pendant 5 jours parce que évidemment, j'avais pas de déposit, j'ai pas 28 millions de dollars sur mon compte pour acheter une baraque comme ça quoi. Donc j'ai négocié avec le mec et je suis rentré dedans et en fait bah voilà, là dans cette propriété là, t'as là où ils ont construit le centre des visiteurs. Tu as apparemment c'est là où ils auraient tourné le Triceratops malade. Donc j'ai pas pu vérifier parce que j'ai pas retrouvé l'endroit exact. Il y a une toute petite rivière derrière et je l'ai pas trouvé.
Donc faudrait que je me penche un petit peu là-dessus. Tu as la mine d'ambre apparemment à cet endroit-là, et t'as la cascade de Jurassic World, la même qui est utilisée dans Pirates des Caraïbes où Jack Sparrow il saute dessus dans le karaté ou je sais pas quoi. La cascade par contre on y a été. La cascade le mec il nous a emmené. Mais je vais essayer de retourner sur Hawaï tourner JPO l'année prochaine et le but est de louer le Valley House pendant 24 heures et normalement c'est 1 000 € la journée et je vais essayer d'y aller avec toute l'équipe et d'aller tourner les plans que moi j'ai besoin du centre des visiteurs et de tout photoscanner avec des drones qui filmeraient dans 4 directions en même temps et de tout cartographier, de tout recréer en fait. Mais voilà, ça reste un projet. Donc voilà. Et puis après il y a là où il y a les brachiosaures. Juste mais 2 j'ai pas secondes. pu rentrer. Pour préciser, le centre des visiteurs, il y est plus. J'imagine, ça doit être un espace vide. Non. Il était construit là, mais il y est plus. Ouais. Non, il y est plus. Et il y a même plus la route en fait, parce que la route en fait, qui est juste devant, il y a une vraie route hawaïenne qui a des centaines et des centaines d'années, qui est protégée par la loi, qui ne peuvent pas détruire. Et apparemment, quand ils ont reconstruit la route devant le centre des visiteurs, ils l'ont surélevée, ils ont construit dessus, et ils ont dû redétruire la route pour que cette route-là soit préservée. Le mec, quand on a fait la visite, il m'a dit, tu vois, cette route, elle est protégée de machin, de blablabla, et pourtant, elle avait rien de fou, hein. Mais il y a toujours les arbres au même endroit, il y a toujours le petit lac devant avec les petits nénuphars. Il manquait que les canards, comme dans le film, quoi. Mais tu peux plus rien retrouver, hein. Il y a plus rien de rien. Iniki a tout défoncé et je pense que même si Iniki avait pas cassé les décors, il les aurait enlevés quoi qu'il arrive parce que t'as pas le droit de filmer, de laisser un décor sauf si le propriétaire de l'endroit que ce soit un endroit privé et que le propriétaire te laisse le faire comme ils font à Valley House. Ouais. Pas à Valley House, à Okualoa Ranch. Ils ont laissé des morceaux de décor de chaque film parce que ils vont se faire des thunes en faisant passer les touristes, etc. Mais dans la nature, t'as pas le droit de laisser les choses comme ça, quoi. Et pour préciser, Iniki, c'était l'ouragan qui a ravagé Hawaï au dernier jour de tournage de Jurassic Park en 93. Et ouais, par rapport à ce que tu disais, construire dans des propriétés privées où ensuite les propriétaires font payer la visite et justement, enfin par rapport à ma question de tout à l'heure, est-ce que ça justement c'est pas un peu gâché par le fait d'être un peu un attrape-touriste finalement? Mais en fait, oui et non, d'une certaine manière. En fait, moi, ce qui m'a gâché, enfin ce qui pourrait gâcher entre guillemets l'expérience, c'est pas le nombre de touristes qui sont à cet endroit-là, c'est de me dire que cet endroit, qui était un endroit unique, est vu dans un film par an en ce moment. Et ça, c'est un truc où vraiment, c'est ces montagnes qui, pour moi, c'était Isla Nublar. Maintenant, tu les vois dans Godzilla, tu les vois dans chaque nouveau film avec Adam Sandler, tu les vois dans Mighty Joe Young ou je sais pas quoi, le truc avec le gorille. Mais maintenant, tu le vois, mais partout. Et avec Johnson. Ouais, dans Jumanji aussi. Mais disons que c'est très pratique. C'est très pratique dans le sens où tu sors de l'autoroute, t'es sur Honolulu, donc t'as le gros aéroport, t'es pas très loin d'Honolulu, donc t'es pas trop loin de la ville, etc. Et t'as toutes les commodités qui t'amènent directement dedans. Tu galères pas comme quand tu dois aller filmer dans le Blue Hole, là où il y a l'enclos des T-Rex, hein. T'es vraiment facilité d'un point de vue logistique et tout le monde en profite. Mais disons que c'était un endroit un peu unique. Moi, je m'en fous d'être dans un groupe de 40 personnes qui m'emmènent dans un endroit unique. Ce qui m'intéresse, c'est que cet endroit unique, tu le vois dans un film et que ça appartient à ce film-là. Et maintenant, tu le vois partout, mais même dans Jurassic World 1 et 2, hein, la vallée, elle a été filmée encore et encore et encore. Maintenant, c'est censé être le même endroit, donc ça m'embête moins. Je préfère qu'ils la mettent dans Jurassic World plutôt qu'ils la mettent dans 25 films avec Adam Sandler, qu'ils la mettent dans Jumanji, qu'ils la mettent dans Godzilla. Mais bon, il y a pas les mecs qui veulent vivre et se faire du cash aussi, hein. Et si maintenant on le voit dans plein de films, tu penses que c'est à cause de Jurassic Park? Enfin, je veux dire, Jurassic Park a tourné là-bas, du coup, les locaux ont aménagé la zone pour faire visiter les lieux de Jurassic Park, et ensuite les autres films en ont profité vu que maintenant c'était pratique. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que déjà à l'époque c'était praticable? J'en ai pas la moindre idée. Je sais pas du tout si à l'époque c'était une propriété déjà privée ou si elle l'est devenue par la suite. J'ai pas du tout l'information. Au jour d'aujourd'hui, s'ils le font, je pense que c'est parce que c'est très pratique et parce que c'est très connu.
l'endroit est magnifique. Directement, ça rappelle Jurassic Park, donc ça rappelle un classique du cinéma. Et c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Maintenant, ce genre de vallée, il y en a partout sur Hawaï, avec de l'érosion et des arbres comme ça. Il y en a partout. Mais cet endroit-là, il y a des routes qui vont directement. C'est un ranch privé, donc si tu as envie de balancer des explosifs, des machins et tout, tu peux le faire. Et je pense que ça aide aussi. C'est le fait que ce soit privé et que ce soit facile d'accès et que tu sais que voilà, s'il y a le moins de pépins, tu vas balancer du cash au mec et tu vas négocier avec le propriétaire, mais tu n'auras pas à négocier avec les associations d'environnement, tu n'auras pas à négocier avec le gouvernement, tous ces trucs-là parce que tu as détérioré l'environnement, tu vois ce que je veux dire? C'est plus simple de négocier avec un mec, c'est plus simple de le faire dans une propriété privée, surtout si elle est accessible et surtout si les mecs ont l'expérience de faire des films en fait. Ouais, j'imagine, ouais. Ok. Et donc pour toi, finalement, ouais, ça vaut le coup d'y aller. C'est vraiment une expérience à faire. Ouais. C'est vraiment. Moi, j'y suis allé 2 fois. J'ai vraiment envie d'y retourner. Le truc, c'est que moi, j'ai eu 2 enfants depuis, donc j'ai 4 billets d'avion à payer à chaque fois, donc ça commence à piquer un peu. Mais je pense que je vais y retourner l'année prochaine ou l'année d'après. Je vais vraiment essayer d'y retourner. Et il faut juste que je finisse la prévise de JPO. Une fois que la prévise elle est bonne, on emmène les acteurs là-bas, on va tourner. Et comme ça c'est cool quoi. Mais c'est un truc à faire. Il y a un lieu qui t'a plus marqué que les autres. Moi là typiquement, s'il y a un truc que j'ai envie de voir, c'est la cascade par exemple. Est-ce que toi il y a la cascade, le truc c'est que tu pourras pas rester très longtemps en bas. Et t'as ton groupe de personnes d'hélicoptères qui sont avec toi. Mais l'avantage aussi, c'est que dans ton groupe d'hélicoptères, vous êtes 5 ou 6 maximum. Moi, j'étais devant avec le pilote et ma femme, parce qu'en plus, dans l'hélicoptère, tu peux pas te mettre où tu veux. Il faut que tu aies le poids réparti à gauche à droite. Donc, tu peux pas mettre tous les gros d'un côté, d'une certaine manière. Donc dans l'hélicoptère, moi, j'y suis allé avec ma femme et je pense qu'il y avait un autre couple. Donc en gros, on était 4 ou 5 à tout péter. Après, il y a pas vraiment, tu vois, c'est un peu un tout, tu vois, c'est le fait de tout visiter qui fait le charme du truc, tu vois ce que je veux dire. Il y a pas un seul endroit qui peut vraiment tout changer. Mais disons que celui qui est le plus difficile d'accès, qui se mérite, c'est l'enclos du tyrannosaure. L'enclos du tyrannosaure est parce qu'il est au milieu de la jungle. L'enclos du tyrannosaure, t'y vas pas, c'est compliqué d'y aller. Tu peux pas y aller à n'importe quelle période de l'année parce que il peut que la rivière soit trop haute et que ta Jeep elle passe pas. Il peut y avoir, tu vois, c'est plus, il faut le mériter d'une certaine manière. Mais oui, l'enclos du tyrannosaure, ouais, ça a été quand même quelque chose. Mais moi, c'est plus une globalité. C'est le fait de les avoir tous vus, le fait de les avoir cherchés, le fait de les avoir trouvés. C'est ça qui est cool aussi parce que moi, quand j'y suis allé à l'époque, il n'y avait pas forcément de carte. En me disant, il y a ça qui est là, il y a ça qui est là. J'ai dû chercher sur Internet. J'ai dû contacter Shannon Shea qui avait quelques informations. Et j'ai dû faire pas mal de recherches sur Google Earth aussi pour regarder un petit peu où étaient les lacs, où étaient les machins, où je vais pouvoir trouver tel et tel truc. Mais maintenant que je sais où c'est plus simple aussi. Quoi. Ok. Bon je crois que c'est un rêve à accomplir, comme tu disais tout à l'heure, Thomas. Pour nous, moi, c'est aussi quelque chose que j'ai l'intention de faire un jour. Je sais pas encore quand, mais je pense que oui. J'irai quoi. Je pense que si je retourne l'année prochaine, j'irai avec des caméras 360 degrés 3D. Donc si t'as un casque VR que tu mets sur ton téléphone ou quoi que ce soit, je pense que je vais aller dans ces endroits-là et puis tu pourras mettre le casque et tu pourras regarder en 3 dimensions et dans toutes les directions. Je le ferai dans l'enclos du tyrannosaure, etc., etc. Et c'est probablement des trucs que je mettrai en ligne. Ouais, bon, c'est pas pareil quand même que d'y aller en vrai, quoi. Non, c'est pas pareil, mais disons que c'est moins cher qu'un billet d'avion. Oui, c'est sûr. Pour les gens qui peuvent pas bouger ou sinon ou pas le budget ou pas forcément la motivation d'aller crapahuter dans la jungle, ça peut être une petite alternative qui peut être sympathique, quoi. Ok. Bon, on reparlera un petit peu de JPO juste après, tu nous diras où ça en est. Mais avant ça, est-ce que... La forêt de Sequoia du Monde Perdu, tu n'y as pas été ? C'est en Californie, ça. Non,
Ouais, c'est en Californie. En fait, moi, j'ai été à Muirwood, qui est de l'autre côté du pont de San Francisco. Et en fait, c'est là où ils ont tourné La planète des singes. Et en fait, cette forêt de séquoia, il me semble, si je me souviens bien, elle s'étale sur 1000 kilomètres. Et en fait, eux, ils ont tourné à Eureka. Et Eureka était beaucoup plus dans le nord. C'est le même type de décor. Donc, c'est des arbres, tu passes un camion en dessous, quoi. C'est des arbres immenses. Donc, j'ai été dans le bas de la forêt et pas dans le nord, en fait. Mais j'ai pas été dans les vrais endroits. J'ai été dans 1000 kilomètres au sud, en fait. Ok. Donc mon dernier point rejoignait un peu ça. Est-ce que vous avez connaissance de d'autres endroits, alors pas en Europe du coup, mais parce qu'on a demandé tout à l'heure, mais est-ce que vous avez connaissance de d'autres endroits dans le monde où il y a des trucs Jurassic Park? Moi, je sais que j'avais fait à New York le Toys R Us de Times Square où il y avait un T-Rex grandeur nature et la porte du parc. Depuis le Toys R Us a fermé, donc c'est plus visible, mais c'était un truc à faire quand on passait à New York et qu'on était fan de Jurassic Park, c'était passer dans ce Toys R Us. Voilà, je sais pas si est-ce qu'il y a d'autres endroits, Julien, à ta connaissance, ou Thomas, de choses à faire Il y a, le truc, c'est qu'il y avait, le truc, c'est que tout est maintenant dans des endroits privés, en fait, d'une certaine manière. Ça veut dire, oui, t'as des maquettes de Jurassic Park à l'intérieur des locaux d'ILM, mais t'as pas le droit de rentrer. Donc c'est un petit peu compliqué. Je pense pas que Legacy Effect, donc qui est le nouveau nom de Stan Winston Studio, ils ont pratiquement tout vendu, ce qui est Jurassic Park 1 à 3. Ils ont quelques maquettes, je pense, de Jurassic World, mais comme j'ai aucun intérêt pour Jurassic World, je me suis pas renseigné dessus. Mais il me semble qu'ils ont certains trucs. Maintenant, la plupart des maquettes qui ont été vendues par Matt Winston, beaucoup d'entre elles ont été achetées par un mec qui s'appelle Rick Correll, il me semble, et elles sont stockées dans un endroit qui s'appelle Scare Factory. Il me semble que c'est au Texas qu'ils sont, ces mecs-là. Et j'ai essayé de demander une visite, mais j'ai pas eu forcément de réponse. Mais la plupart des animatroniques ont été achetés par un mec, lui et Peter Jackson, qu'on a acheté pas mal. Mais à part ça, c'est des collections privées. Il n'y a pas forcément d'accès. Et ceux qui sont dans le propre house Universal, c'est pas des originaux, c'est des copies qui ont été faites par des parcs d'attractions, qui ont été peints par une autre compagnie qui n'est pas Stan Winston Studio. Donc ils leur ont donné les moules pour que ces mecs-là ils puissent faire un prix plus bas, qu'ils puissent faire les modèles des parcs d'attractions et des expositions. Mais voilà, je pense pas qu'on puisse voir beaucoup de choses au jour d'aujourd'hui, quoi. Ok. Et les gens qui les achètent, ils les achètent pour leur usage perso ou t'as une idée? Je pense que c'est pour se la péter devant leurs amis. Parce que la plupart des gros collectionneurs, ils n'ont pas de connaissances poussées de la saga. Ils sont en mode c'est Jurassic Park, j'achète, j'ai du cash, j'achète. Donc voilà. Ah oui, vous pouvez voir aussi la femelle, le 1/5 qui a été faite pour Le Monde Perdu au Muséum d'Histoire Naturelle de Dallas, il me semble. Elle a été achetée par un avocat qui l'a offerte au Muséum d'Histoire Naturelle. Et ça, par contre, elle est accessible au public, vous pouvez la voir. Tu l'as vu, toi? Moi, je l'ai vu quand j'ai visité Legacy Effect avant qu'ils la vendent, en fait. Moi, je l'ai même touché, celle-là. Mais la première visite que j'ai fait de Legacy Effect, ils avaient encore la tête de Tyrannosaure, la tête de Spinosaure, ils avaient le Tyrannosaure 1/5, et ils avaient un Raptor taille réelle. Et pratiquement tout le reste, c'était déjà parti à gauche à droite. Et quand j'y suis retourné 1 ou 2 ans plus tard, ils avaient tout vendu. Donc même Matt Winston, je pense pas qu'il ait grand chose. Il a quelques maquettes. Je crois qu'il a une maquette de Pteranodon, une maquette de Stégosaure. À ce que j'ai vu des photos du Stan Winston School. Mais même pendant la Jurassic Réunion où il a vraiment fait un truc pour l'anniversaire de Jurassic Park, où il a ramené tous les gens qui ont bossé dessus, etc. Il y avait quelques objets en exposition, et je pense que si vraiment ils avaient des modèles dans le studio, ils les auraient
placés à cette occasion. Ils avaient quelques griffes, des yeux, des petits morceaux à gauche à droite, mais rien de fou quoi. Ok. Puis j'imagine que tout est amené à disparaître petit à petit ou être dispersé, et ce sera de plus en plus difficile de voir beaucoup de choses. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure des particuliers qui achètent des trucs, je me rappelle qu'il y a 2-3 ans, il y avait une histoire qui était passée, c'était un groupe de potes anglais qui s'étaient cotisés pour acheter une patte du T-Rex, alors je sais pas d'où elle sortait, et ils avaient posé avec sur internet, ils étaient contents, ils s'étaient dit on va ouvrir un petit musée, et finalement 6 mois après ils l'avaient revendu parce qu'ils savaient pas quoi en faire de cette patte de T-Rex taille grandeur nature. Donc voilà. Ouais, mais c'était une réplique, hein, c'était pas à partir des moules originaux, hein, c'était une réplique. D'accord, ok. Mais moi, ouais. je sais que j'ai des gens qui m'avaient demandé si elle est originale, et en fait, elle avait même pas tu vois, sur les pattes arrière du tyrannosaure, t'as des grosses écailles sur les doigts de pied, en fait, et elle en avait pas du tout le bon nombre, et les rides de la cuisse ne matchaient pas, le genou ne matchait pas, les proportions, elles étaient vraiment pas bonnes, et en fait, ils ont voulu la vendre comme une originale pour vraiment faire tomber du cash, mais dès que t'as des photos de la jambe originale à côté, tu te rends compte immédiatement que ça marche pas quoi. Ok. Et donc ça c'est. Par contre moi je peux. Ouais, dis-moi. Ça c'est parce que qui peut faire des moulages comme ça et ça sort d'où en fait tout ça? T'as plein de gens hein, qui peuvent en faire. Moi je sais que j'avais contacté une société chinoise en fait qui mettait des photos d'un moule original de Dilophosaure. Ah oui d'ailleurs à ce propos il y a un zoo en Chine, il faudrait que je retrouve le nom, qui a une partie avec des dinosaures animatroniques, et ils ont un moule de ptéranodon, ils ont le dilophosaure, ils ont une tête de tricératops, les cornes sont fausses mais la tête est bonne. Il me semble qu'ils ont le comment ça s'appelle, celui qui a une boule au bout de la queue, je m'en rappelle plus. L'ankylosaure. Ouais, exactement. L'ankylosaure. Il me semble qu'ils ont l'ankylosaure qu'ils avaient utilisé dans l'exposition japonaise après JP3, Jurassic Park Institute ou un truc comme ça. Donc il me semble qu'ils l'ont. Et en fait, ils avaient mis une photo de ce dinosaure, et moi je pensais qu'ils avaient accès au moule original, et en fait c'était une grosse arnaque chinoise. En fait, ils avaient plus de ces modèles, et eux ils te vendaient un modèle qui était plus ou moins similaire mais qui avait rien à voir. Mais encore une fois, si jamais tu veux un animatronique de dinosaure, t'appelles je ne sais combien de compagnies en Chine, ils vont te faire un tyrannosaure de 5 mètres de haut. Hein. Ça ils peuvent te le faire, mais ils te feront pas une réplique exacte. Ils vont te faire une copie chinoise moins chère. D'accord, ouais, on verra la différence et on saura dire que c'est pas la vraie, ouais. Ah bah, n'importe qui a vu le film, il va te dire carrément. Moi, je lui dis je veux ça, il me fait est-ce que c'est ça que tu veux? Point d'interrogation. J'ai vu la tête du truc, j'ai fait non, fous ma gueule. Mais au final, oui, il y a beaucoup de moules originaux qui sont partis à gauche à droite. Donc il y en a dans ce zoo en Chine. Il y en a dans le Tennessee. Dans le Tennessee, tu vois un ride qui s'appelle Dinosaur Ride, un truc comme ça, où tu as, je crois, une tête de tyrannosaure, un raptor, une tête de brachiosaure, et donc tu as la tête de brachiosaure et un bébé stégosaure aussi, il me semble. Et c'est un ride dans le Tennessee, un espèce de truc d'horreur ou je sais pas quoi. Ah oui, et vous avez une tête de brachiosaure taille réelle dans un musée au Canada. Et je sais plus où il est exactement, faudrait que je regarde. J'ai trouvé ça il y a 2 semaines. Ils ont un hall avec des sauropodes et t'as une tête de brachiosaure. Ok. Bah donc finalement, en cherchant un peu, on peut tomber sur des trucs sympas. Ouais, ça fait 10 ans que je galère à essayer de retrouver un petit peu où je peux trouver tel ou tel truc. Parce que moi je photoscanne beaucoup, je fais beaucoup de photogrammétrie pour mon film et récupérer les modèles les plus parfaits possibles. Et bah d'ailleurs justement, si vous voulez quelque chose d'un peu similaire à ça, moi j'ai fait beaucoup de maquettes pour Prime One récemment. Donc j'utilise les bases des modèles que j'ai pour Jurassic Park Origins, et donc c'est des copies des animatroniques, beaucoup qui sont basés sur du scan, etc., etc. Et j'ai vendu des modèles à Prime One, et eux ils les peignent, ils les font en grande distribution en fait.
Ouais, Et les Prime One, maquettes, c'est les dioramas, les statuettes, les concurrents de Iron Studio et Chronicle. exactement, ouais, ouais. Prime One, ils ont fait toute une partie qui était un peu Dinosaur Museum, un truc comme ça, où t'as le dinosaure sur une base. Moi, je suis en train d'essayer de pousser pour faire un peu du diorama et faire un peu faire pas mal d'autres choses à côté. On verra où ça mène. Mais oui, Prime One, ils ont quand même maintenant ils ont des jolis modèles. Hein. Ils ont beaucoup de similarités avec les modèles que je fais pour JPO, quoi. Ok. Donc, ouais, ça va le faire. Bah, ça permet d'avoir comment dire, une miniature de l'animatronique, en fait. Ouais. C'est ça qui peut être, cool. Ouais. Ok. Et du coup, Jurassic Park Origins, alors ça en est où finalement? Bah là, ça avance pas mal. J'ai commencé à passer la seconde sur la prévise. Donc, en gros, je suis en train de faire tout le film en basse qualité dans l'ordinateur. Même les scènes qui n'ont pas d'effets spéciaux, je suis en train de tout découper. Donc je gère le montage, les caméras, les mouvements de plan, la longueur des plans, etc., etc. Et j'espère que d'ici 2-3 mois, j'ai tout le film qui soit dans l'ordinateur. Et une fois que j'ai ça, ben j'ai plus qu'à débloquer un peu de budget et puis partir tourner. Et je me récupère tout le film sur tablette. Et quand on retourne filmer, on dit on veut ce plan-là, exactement, ce plan-là, exactement. Et comme ça, je tourne tout d'un coup. Mais le but est d'avoir le film terminé d'ici 2-3 mois, terminé dans l'ordinateur, en basse qualité, hein, bien sûr, sans animation très complexe. Il y a certains animaux qui pour le moment glissent au sol, etc., etc. Mais le but est vraiment d'avoir la longueur totale, d'avoir une idée très précise du nombre de plans à effet et du nombre de plans où il n'y a pas d'effet. Qu'est-ce qui va être éventuellement dangereux pour les acteurs, qu'est-ce qu'il va falloir un digidouble ou pas pour telle ou telle scène. Et on va commencer à pousser un peu plus les repérages à un moment ou à un autre, parce que c'est bien beau de retrouver les endroits où ils ont tourné Jurassic Park 1, mais j'ai des endroits de mon film qui sont un petit peu différents aussi et qui ont besoin de certaines caractéristiques. Je donne une clairière à côté d'une petite pente, à côté de tel et tel machin. Donc ça va être la partie 2 qui va être un peu plus galère sur l'île. Ok. Et là, et tout ce qui est prévise, là, ce que tu dis, c'est quelque chose de. J'ai l'impression que ça fait un moment que t'es sur cette étape-là. C'est quelque chose de long à faire. Ouais, en fait, le problème, c'est que la prévise, je la fais moi, mais moi, je suis modeler et texture artiste. C'est-à-dire, moi, je fais les modèles et je les peins. La prévise, c'est un animateur qui doit la faire. Le problème, c'est que les animateurs, ils veulent quelque chose à mettre dans leur bande démo. Ils veulent pouvoir se faire plaisir à faire de la micro-animation. Tu vois ce que je veux dire, du muscle qui va trembler, un plan impressionnant. Et la prévise, soyons clairs, c'est pas sexy pour un animateur. Il y a des animateurs, c'est leur boulot de faire ça, mais c'est pas le truc sexy parce que c'est pas le modèle, c'est pas le plan def, c'est pas ce que tu vas voir dans le film en fait. Et il m'est très compliqué de demander à un mec que je paye pas de faire quelque chose qui est compliqué dans le sens où il va avoir énormément de retours. Ça veut dire il va bosser de la prévise et moi là je bossais sur une séquence qui se passe dans l'enclos du tyrannosaure et j'ai commencé à dire au mec, bah tu vois, plutôt que d'avoir les 3 premiers plans qui fassent 30 images, 30 images, 30 images, bah j'aimerais 50, 50, 50. Et après j'aimerais qu'ils prennent le talkie-walkie à tel moment et pas à tel moment. Et le mec il a dû tout recommencer, tu vois ce que je veux dire? C'est non seulement c'est là où on construit le film, donc c'est indispensable parce que la narration doit primer sur les effets. Moi, je veux déjà que mes mouvements de caméra soient bons, que la longueur de mes plans soit bon, que le rythme soit bon, avant que ce soit beau. Il faut que toute la technique, l'esthétique et la narration fonctionnent avant que je commence à mettre des beaux dinosaures dedans. Il faut que je sache quoi en faire de ces dinosaures. Donc la prévise, c'est indispensable, c'est ultra important, c'est la base de tout. Cependant, c'est technique. Et c'est ingrat dans le sens où quand tu vas regarder le film à la fin, rien de la prévise va se voir. En gros, ça va être transparent parce que ce que tu vas filmer, ce sera ta prévise, mais la prévise en elle-même, tu la verras pas. Et c'est là où ça devient un peu compliqué, c'est de vendre à un mec, tu vas me faire quelque chose gratuitement que tu ne pourras pas montrer parce que ce sera pas dans le film, d'une certaine manière. Et c'est là où j'ai été bloqué en prévise pendant longtemps parce que au final il y a même des morceaux de prévise que j'ai fait moi-même alors que je suis pas animateur. Mais j'ai pas eu le choix.
en fait, d'une certaine manière, parce que je trouvais pas les mecs pour le faire, quoi. Donc j'ai toute une séquence brachiosaure que j'ai fait en prévise moi-même, en fait. Mais mais bon. Mais sinon, oui, ça avance et une fois que j'aurai passé cette étape, ça permet aussi, chaque grosse étape permet de motiver les troupes aussi, parce que c'est un projet qui a duré longtemps. Et une fois que j'ai la prévise, je peux dire aux mecs, les mecs, j'ai le film qui est bon là. Le film il est fait. J'ai la longueur, j'ai les dialogues, j'ai les mouvements de caméra, j'ai tout ce qu'il faut. Regardez, je peux vous le montrer le film. Tout ce qu'il faut, c'est prendre ça et aller le filmer en vrai et mettre les vrais dinosaures dedans. Et là on est bon. Et en fait, c'est la prévise, c'est vraiment une grosse partie du film qui est indispensable et qui est très ingrate. Mais dès qu'elle sera derrière nous, on va être en pente douce et ça va être la partie plus marrante. Aller filmer et faire les beaux effets spéciaux. Et là, ça va être plus simple de dire à un mec, tu me sors un truc nickel, et le mec il va être content de le faire parce qu'il pourra le montrer. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on fait, on peut pas le montrer en fait. Et c'est ça qui est compliqué. D'accord. Mais et du coup là sur cette étape-là, t'es tout seul ou t'as quand même des gens qui t'aident, t'arrives à motiver quelques personnes? En fait, non, là, j'ai un pote de chez Weta là qui m'aide. Donc il me file des coups de main. Mais encore une fois, moi, toute la partie que j'ai faite, mon personnage, il bouge pas, il glisse au sol. Mais par contre, j'ai pu torcher des gros morceaux du film tout seul, rien qu'en faisant glisser des personnages, placer mes caméras et tout. Et lui, il est animateur. Et lui, il a été beaucoup moins vite que moi. Mais lui, son personnage, il bouge vraiment. Il marche vraiment, il fait vraiment des pas. Il y a les doigts qui bougent, il tourne la tête, il y a les épaules et tout. Que c'est ce qu'il aime faire et c'est son boulot. Et le fait est que c'est une prévise version 1, en fait, qu'il est en train de me faire d'une certaine manière. Il fait tout d'un coup, en fait, d'une traite. Alors que moi, je fais tout en version 0, qui est déjà tous les personnages qui glissent au sol. J'en ai rien à péter qui glissent, ils soient pas animés. Mon brachiosaure, il glisse au sol. Mon personnage, il glisse au sol. Mais je sais où sont mes cuts caméra. Je sais la durée de mes plans. Je sais mon rythme. Je sais tous ces trucs-là. Et disons que lui, il est en train de tout faire d'un coup, ce que moi, je vais faire plutôt. Mais comme c'est un animateur, c'est comme moi il m'a dit, c'est comme ça qu'on fait la prévise chez Weta. Je dis bah écoute, si tu fais comme ça chez Weta, balance-le comme ça. Moi je suis pas animateur, donc c'est pas mon boulot d'une certaine manière. Je vais lui mâcher le boulot, je pense, en faisant la prévise de mon côté, la version 0, en faisant glisser tous les persos et en plaçant les caméras. Et après je lui donnerai ces éléments-là. Lui il les fera bouger pour faire la prévise version 1 qui sera déjà plus sexy. Et une fois qu'on aura cette version un peu plus sexy, ça marchera un petit peu mieux quoi. Donc on va checker un peu tout ça. Mais oui non, là on est sur la bonne voie. Là je suis en train de faire un Dilophosaure là. C'est une tuerie totale. C'est une tuerie totale. J'étais vraiment dégoûté de pas le revoir dans les autres films. Je trouve qu'il est vraiment sous-évalué comme dinosaure. Hein. C'est hallucinant. Et c'est vrai que j'ai joué pas mal au début à Jurassic World Evolution là le jeu et les Dilophosaures dedans. Leur comportement, leur manière de bouger, leur manière de tourner autour des jeeps et de leur cracher dessus et tout. Je me suis pris d'affection pour cet animal et c'est vrai. Et là, je mets vraiment du cœur à l'ouvrage pour le faire le plus beau possible en fait. Mais il va être nickel. Ouais, parce que du coup, en plus de faire l'animation pour les prévises, tu continues à sculpter tes modèles définitifs en plus. Ouais. Quoi. Ouais, okay. Bah je sculpte les modèles, je peins les modèles, je commence à gérer le look dev, c'est-à-dire les spéculaires de la peau, la roughness de la peau, le subscattering, ça veut dire à quelle profondeur les rayons du soleil vont commencer à faire rougeoyer la peau. Et puis voilà, je gère un petit peu les équipes. Donc je dis aux animateurs quoi faire. J'ai des retours sur pas mal de trucs. Là, je suis en train de superviser les photoscans des bagnoles parce qu'il y a un mec en Floride qui s'appelle Brandon, qui a refait une Ford Explorer. Il l'a refait à l'identique. Ce mec, il est dingue par rapport à ça. Il a eu des autorisations de récupérer les tableaux de bord des Explorers d'origine. Il les a moulés et il les a mis dans sa bagnole. Il a carrément viré le tableau de bord de sa bagnole sa bagnole n'a plus de tableau de bord parce que dans le film il y en a pas. Tu vois pas les compteurs en fait. Il les a enlevés. Il est obligé de brancher un truc en dessous l'allume-cigare, une espèce de grosse machine pour voir à quelle vitesse il roule quand il sort sa bagnole quoi. C'est incroyable. Mais quand tu regardes la voiture, c'est un voyage dans le temps quoi. C'est vraiment exceptionnel. Et donc en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'envoie mon coréal en Floride parce que ce mec est en Floride pour gérer les photoscans, la photogrammétrie de la voiture. Il va la photographier sous tous les angles et moi je vais la recréer en 3 dimensions
Et en fait, c'est des choses que je supervise à distance aussi. Donc en gros, je supervise toutes les parties du projet, le script, la prévise, la modélisation, le photoscan, je donne des feedbacks d'animation, etc., etc. Et c'est fatigant. Je préférais qu'on me donne juste un modèle et qu'on me dit fais le dilophosaure et point barre. Mais en fait, il faut que je gère toutes les équipes et tous les départements, et c'est ça qui est très très fatigant, quoi. Et tout ça sur ton temps libre, parce que j'imagine qu'à côté tu bosses sur des vrais films. Ouais, bah là j'ai arrêté de bosser chez MPC là il y a peut-être 3-4 mois. Donc je bosse que sur des dinosaures en ce moment. Donc je bosse pour faire les maquettes pour Prime One, ce qui me permet de faire rentrer des thunes tout en bossant sur les animaux de mon film en fait. Parce qu'ils ont une base commune, mais moi jamais je leur vends un modèle de production vraiment statique, etc. Je leur vends des statuts. Donc qui sont mis en position, etc., etc. Donc en gros, je peux avancer les deux en parallèle. D'une certaine manière, je suis payé pour faire les modèles de mon film en fait. Et c'est là où ça devient très très avantageux pour moi en fait. D'accord, là du coup tu bosses que pour Prime One, en ce moment t'es pas dans une boîte d'effets spéciaux? Non. Là je bosse, voilà, je fais les dinosaures de Prime One, j'ai bossé un petit peu avec mon ancien superviseur de chez ILM pour un projet dont je peux pas parler. Mais en gros, voilà, je fais du freelance, je bosse à la maison. Et ce qui est bien, c'est que ça me permet d'emmener le petit à Disneyland la journée et de faire mes dinosaures la nuit pendant qu'il dort, quoi. Donc je peux gérer mon temps libre comme je l'entends. Et le gros avantage, c'est que voilà, quand Prime One il me demande tel dino, tel dino, tel dino, moi je dois les mettre dans le JPO. En le faisant pour eux, et d'un ils me payent, et de deux j'ai mon modèle pour JPO qui est à 70% de la qualité que je veux pour mon film, parce que pour une maquette, t'as pas besoin d'avoir la qualité que tu seras jamais aussi près qu'en film, tu vois ce que je veux dire, c'est des petites maquettes, t'as pas besoin d'autant de détails parce qu'il se verra pas de toute manière. Donc les maquettes elles sont déjà très poussées. De quoi? Et tu dors quand? Mais je dors pas des masses. Moi je dormais 4-5 heures par nuit, mais là j'ai passé 35 ans et ça devient plus difficile les nuits courtes. Surtout que ma fille a 5 mois. Donc ça crie un petit peu. Et t'es revenu en France du coup là? Ouais. Là je suis revenu en France pour quelques mois et j'attends de voir comment ça se gère chez Weta. Je vais remettre les bandes démo à jour. Quand ils vont lancer Avatar 2, je vais peut-être aller en Nouvelle-Zélande. Donc je suis en train de checker un petit peu tout ça, quoi. Ok. Ouais. Bah, bien ça s'annonce, oui, ça s'annonce plutôt bien et puis voilà quoi. Tranquillement. Bah merci beaucoup pour ton expertise. Merci Tom. Merci Thomas aussi pour ta visite de Jurassic World Exposition. Je pense qu'on a bien fait le tour. Si jamais les auditeurs ont d'autres bons plans pour visiter des lieux liés à Jurassic Park, qu'ils n'hésitent pas à nous en parler dans les commentaires. Et puis on va vous dire à la prochaine fois pour un prochain podcast.